Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qui est vraiment le quotidien de millions de développeurs, mais qui reste souvent une boîte noire pour beaucoup. Je parle bien sûr de Git et GitHub. Oui, Et pour nous éclairer, on s'appuie sur un super support de cours pour débutants de Mohamed Amin El Afrit. L'idée, c'est pas juste de lister des commandes, mais de vraiment de saisir la philosophie derrière, quoi. absolument. Et le point de départ de ce document est, je trouve, essentiel. Git, ce n'est pas d'abord un outil technique, c'est avant tout un outil de collaboration. Hmm. Le but du jeu, c'est pas de mémoriser 50 commandes, c'est de comprendre comment ça crée un langage commun, comment ça transforme un travail potentiellement chaotique. Alors, justement, parlons-en du chaos. Le cours commence avec une situation que, franchement, tout le monde a vécue, même en dehors du code. Le fameux dossier de projet qui finit par ressembler à, je sais pas, rapport final.docs, rapport final V2, Ah oui? et mon préféré, rapport final VRM le bon définitif V3.docs. J'avoue avoir un jour retrouvé un fichier projet, ne pas toucher celui-là le bon. C'est exactement ça. C'est là que tu te dis qu'il est temps d'apprendre Git. Ce chaos, c'est la peur de perdre une bonne idée, la peur de supprimer un truc qui marchait bien. Et à deux, c'est encore pire. Ah bah, à deux, c'est la certitude que l'un va écraser les modifs de l'autre à un moment ou un autre. C'est ça. Alors, comment Git résout ce problème? Le cours utilise une analogie que j'aime bien, celle de la machine à remonter le temps. C'est une bonne image pour commencer. Chaque sauvegarde que tu fais volontairement, on appelle ça un commit. D'accord. C'est un snapshot, un instantané de tout ton projet. Pense à un point de sauvegarde dans un jeu vidéo. Ok. Si tu pars dans une mauvaise direction, bah, tu peux toujours recharger la partie d'avant. Le point de sauvegarde, c'est parlant. Mais est-ce que c'est pas juste une fonction annulée un peu plus sophistiquée? En quoi ça change vraiment la manière de travailler? C'est une excellente question, parce que le vrai changement, il est psychologique. Le plus puissant, c'est pas tant de pouvoir revenir en arrière, c'est que ça te libère l'esprit. Ah, ouh! Tu n'as plus peur d'essayer une idée un peu folle, de restructurer complètement un fichier, parce que tu sais que le filet de sécurité est là, à un commit de distance. On passe de la peur de tout casser à une culture de l'expérimentation. Exactement. On passe de la préservation à l'exploration. La créativité, elle adore ça. Je vois, ça change l'état d'esprit. Précisément. Et l'outil pour cette exploration, ce sont les branches. Les branches, oui. Au lieu de bosser sur la seule version officielle de ton projet, tu peux créer un chemin parallèle, une branche. Pour tester un nouveau truc, c'est un univers complètement isolé. Tu peux y faire des dizaines de commits, tout casser, tout reconstruire. Et pendant ce temps, la version principale ne bouge pas. Elle reste parfaitement stable, fonctionnelle. C'est la fin du « surtout ne touche à rien, je fais un truc important ». D'accord, donc Git, c'est ce système qui tourne sur notre machine. Mais alors GitHub, il arrive où dans l'histoire? On entend toujours les deux noms ensemble, c'est facile de les confondre. C'est la question que tout débutant se pose. Et le document est très clair là-dessus. Git, c'est le moteur, le logiciel installé en local sur ton ordi. Mhm. C'est lui qui gère l'historique, les branches, les commits. Il peut même fonctionner sans Internet. GitHub, c'est un service en ligne, une plateforme web qui utilise la technologie Git. Ok. C'est à la fois un coffre-fort pour héberger une copie de ton projet sur le net et surtout un espace de collaboration pour bosser en équipe. Ah, donc si je reformule pour être sûr, Git, ce serait le moteur d'une voiture, la technologie pure. C'est ça. Et GitHub serait une des marques de voitures les plus populaires qui utilisent ce moteur, comme GitLab ou Bitbucket en fait. C'est l'analogie parfaite. Tu peux savoir conduire, donc utiliser Git, et choisir de rouler dans différentes voitures, GitHub ou autres. Le moteur, lui, reste le même. Très clair. Bon, entrons un peu dans la mécanique de ce moteur alors. Le cours insiste beaucoup sur un concept qui déroute souvent au début, le cycle de vie d'un fichier en 3 étapes. Ah, la fameuse staging area. Oui, ça peut paraître un peu lourd. Pourquoi on ne fait pas juste un commis direct des modifications? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi cette étape intermédiaire? Et la réponse, elle révèle toute l'intentionnalité de Git. D'abord, décrivons les 3 zones. La première, c'est le Working Directory, ton répertoire de travail. D'accord, ça c'est mon bureau, là où je fais mon travail. Simple. Voilà, exactement. C'est le dossier où tu modifies tes fichiers. Rien de sorcier. Maintenant, imaginons, tu as modifié 3 fichiers. Mais ces 3 modifs concernent 2 sujets différents. Par exemple, Par exemple, une modif corrige un bug dans l'entête et les 2 autres ajoutent une nouvelle section « Contact ».
C'est là qu'intervient la deuxième zone, l'index. C'est une zone de préparation. D'accord. Avec la commande git add, tu ne mets pas tout en vrac. Tu choisis de mettre en scène uniquement les fichiers pertinents pour ton prochain commit. Donc je pourrais ajouter seulement les 2 fichiers de la section contact à cette staging area et laisser de côté celui qui corrige le bug pour plus tard. Précisément. La staging area te permet de composer ton prochain snapshot avec soin. Tu ne prends pas une photo de tout le bazar sur ton bureau. Tu choisis les éléments à immortaliser. Je vois. Et une fois que ta scène est prête, la troisième étape, tu prends la photo. C'est le git commit. Ça enregistre ce qui est dans la staging area dans l'historique, avec un message. Je comprends beaucoup mieux. Ce n'est pas une complication inutile en fait. C'est un outil pour raconter une histoire claire. Ça permet de faire des commits qui ont un sens unique et précis, comme ajout de la section contact. Plutôt qu'un commit fourre-tout, modifications diverses. Exactement. C'est tout l'intérêt. Ça transforme un simple journal de bord en une histoire cohérente du projet. Et ça met en lumière le piège classique du débutant, que la source souligne bien. Faire CTRL+S. Ce n'est pas un commit. Ce n'est pas un commit. Ça, c'est juste enregistrer ton fichier sur ton bureau. Le commit, c'est l'acte délibéré de graver une version dans l'histoire. D'accord, donc on a compris pour une personne seule sur sa machine, mais toute la promesse, c'est la collaboration. Comment on évite que cette machine à remonter le temps se transforme en film de science-fiction chaotique, avec 10 versions du futur qui s'entrechoquent? C'est là que GitHub entre vraiment en jeu. Il structure tout ça avec un flux de travail, le GitHub Flow. La règle d'or, c'est que la branche principale, souvent appelée main, est sacrée. Sacré. Elle doit toujours être stable, fonctionnelle, prête à être déployée. On n'y fait jamais de commits directement. C'est un peu le produit fini en quelque sorte, on ne bricole pas sur la chaîne de montage finale. C'est exactement ça. Pour la moindre modification, que ce soit une nouvelle fonctionnalité ou un petit bug, on crée une nouvelle branche à partir de main. Le développeur A veut ajouter un en-tête. Il crée sa branche Feature Header. Ok. La développeuse B, en parallèle, veut ajouter un pied de page. Elle crée sa branche Feature Footer. Chacun bosse dans son chemin parallèle, sans risque d'interférer avec l'autre. D'accord. Mais à un moment, il faut bien que cette en-tête et ce pied de page se retrouvent sur la page principale. La fusion, elle se passe comment? C'est le moment clé. On ne fusionne pas sa branche comme ça d'un clic. Sur GitHub, on ouvre ce qu'on appelle une pull request, une PR. La fameuse pull request. Le cours la définit comme une demande de fusion. Mais c'est bien plus que ça. Ce n'est pas une action, c'est une conversation. En ouvrant une PR, tu dis à ton équipe « Voilà le travail que j'ai fait, je pense qu'il est prêt. Qu'en pensez-vous » C'est une demande de relecture par les pairs, en fait. Une revue de code. Tout à fait. Et la PR moderne sur GitHub, ce n'est plus juste du texte. C'est un vrai tableau de bord. On y voit les commits, les fichiers modifiés, mais surtout on peut laisser des commentaires ligne par ligne, on voit les tests automatiques qui passent au vert ou au rouge. C'est vraiment un filet de sécurité. C'est le centre de contrôle de la qualité du projet. Et c'est seulement quand la discussion est finie, que tout le monde est d'accord et que tout est au vert, que quelqu'un appuie sur le bouton « Merge Pull Request ». Et si, pendant que je bossais sur mon en-tête, quelqu'un d'autre a modifié la même ligne de code dans la branche main? C'est là qu'arrivent les fameux conflits. Oui, et c'est important de dédramatiser ça. Un conflit de fusion, ce n'est pas une erreur. C'est juste une situation normale quand on travaille en équipe. D'accord. Git va juste te dire « Écoute, je ne sais pas quelle version choisir pour cette ligne. Main dit ça, ta branche dit ça. Dis-moi, en tant qu'humain, laquelle est la bonne ?» C'est une question qu'il te pose, ce n'est pas un mur inenfranchissable. Ok, on a nos points de sauvegarde, nos branches pour bosser en parallèle et les pull requests pour discuter. Mais pour que tout ça fonctionne bien, j'imagine qu'il y a des règles de bonne conduite. Oui, passer de savoir utiliser Git à bien utiliser Git, ce sont quelques habitudes clés. La première, c'est de faire des commits petits et fréquents. La règle, c'est un commit égale une intention. C'est-à-dire? Au lieu d'un énorme commit, refonte de la page d'accueil, tu auras une série de commits init, nouvelle structure HTML, add, en-tête avec navigation, style, palette de couleurs du header, etc. Ça semble être plus de travail, mais je suppose que si on doit annuler quelque chose, c'est chirurgical. On peut annuler juste le changement de couleur sans perdre toute la structure HTML. T'as tout compris? C'est plus facile à relire, à comprendre et à annuler. Deuxième règle d'or, le fichier .gitignore. C'est un simple fichier texte où tu listes tout ce que Git doit ignorer. Comme le point caché?
Les fichiers temporaires, les configurations de ta machine et surtout, impératif de sécurité, les fichiers avec des mots de passe ou des clés d'API. Jamais d'infos sensibles dans un dépôt Git. Et pour la collaboration au quotidien, la routine, pour éviter les conflits? C'est un réflexe simple, une sorte de courtoisie professionnelle, toujours se synchroniser avant de commencer à travailler. Concrètement? Concrètement, faire un Git pull sur la branche main pour récupérer les dernières modifs de l'équipe. C'est comme vérifier le calendrier partagé avant de poser une réunion. Ça évite 90% des problèmes. Enfin, le cours parle de versionning sémantique. C'est pour les versions officielles, le V1.0.0, etc. Exactement. C'est l'art de donner des noms clairs aux versions stables de ton projet. On utilise des tags pour marquer un commit précis. Et la logique majeur, mineur, patch, c'est un langage universel. Majeur pour une grosse refonte non compatible, mineur quand tu ajoutes une fonctionnalité sans rien casser, et patch pour une simple correction de bug. Ça permet à tout le monde de savoir à quoi s'attendre. Voilà. Parfait. Si on devait distiller l'essentiel de ce cours, on dirait donc Git est notre machine à remonter le temps local qui nous libère pour expérimenter grâce aux branches. Oui, GitHub, c'est la plateforme sociale qui vient structurer la collaboration autour de cette machine. c'est ça. Et le cœur du réacteur en équipe, c'est le cycle Git. Créer une branche pour s'isoler, faire des petits commits clairs, puis ouvrir une pull request pour discuter, valider la qualité et enfin fusionner. C'est une synthèse parfaite. Et pour ouvrir la réflexion, je voudrais rebondir sur une idée du cours qui est cruciale. L'idée que Git est un outil de communication. Mhm. Un historique de commit bien écrit, des messages clairs, des pull requests qui expliquent le pourquoi d'un changement, pas juste le comment. Tout ça, ce n'est pas que de la technique. C'est l'histoire de la collaboration humaine derrière le code. C'est une documentation vivante. On sort complètement de la simple sauvegarde de fichiers, en effet. Complètement. Et ça soulève une question fascinante. Si ces principes de gestion de version, un historique transparent, la capacité de travailler sur des branches d'idées, un processus de validation collective avant d'intégrer un changement, Oui. si ces principes sont si efficaces pour produire du code de qualité, comment pourraient-ils s'appliquer ailleurs? Imagine la rédaction d'un contrat, le design d'un produit, ou même, soyons fous, l'écriture d'une loi. Une pull request législative. Exactement. Qu'est-ce que ça changerait si chaque modification était traçable, chaque proposition débattue ouvertement avant d'être fusionnée dans le corpus de la loi? L'historique guide d'un projet, c'est le témoin de son honnêteté intellectuelle. Quel serait l'impact d'une telle transparence sur d'autres domaines de notre société?